Dans le développement de la modernisation de la société québécoise, dans les premiers temps de mon insertion universitaire, avec beaucoup de mes collègues, on a mené un ensemble de recherches qui touchaient la façon dont les individus, les jeunes, surtout la population de jeunes, la population montréalaise, concevait la sexualité, se comportait du point de vue sexuel, pour mettre en relief cette modernisation, une modernisation ultra rapide, où on voit une autonomisation de la sphère sexuelle par rapport à la sphère affective, plus marquée chez les garçons que chez les filles, mais chez les filles aussi, où le lien entre le rapport amoureux et le rapport érotique tend à se différencier de plus en plus, et où on voit les enjeux liés à la contraception apparaître et la place du contraceptif devenir un des éléments de la configuration érotique contemporaine, avec l'intégration de la pilule dans le scénario sexuel plus jeune. Et aussi, avec le VIH-Sida, la difficulté à intégrer ce qu'on appelait la double protection. D'une part, la protection contraceptive, donc par rapport à la grossesse, mais aussi la protection par rapport aux ITSS, au VIH-Sida, avec l'utilisation du préservatif. Donc il y a comme une problématique, un problème à combien configurer ces deux dimensions chez les individus se protégeant bien du point de vue contraceptif, mais négligeant le point de vue du préservatif. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enjeux de la sexualité chez les jeunes augmentent les stratégies, augmentent à une plus grande réflexivité et à des parcours différents en fonction des itinéraires amoureux qu'ils peuvent rencontrer. Dire des rencontres plus brèves, des rencontres plus longues, avec des transformations dans les liens sociaux qui rejouent sur la façon dont ils envisagent la contraception, le recours à la ligature des trompes et à la stérilisation qui atteint des pourcentages extrêmement importants au Québec et qui montre qu'il y a des enjeux de projets familiaux intéressants, mais aussi toute la conflictualité dans les scénarios sexuels entre les jeunes qui viennent d'autres communautés, qui vont être confrontés à des modèles plus patriarcaux, dans lesquels leur marge de liberté sexuelle est limitée. Et très souvent, ils vont se distinguer des jeunes Québécois de souche qui, eux, sont plus avancés dans la modernité que le sont ces groupes qui sont encore soumis à des tensions internes liées au processus d'acculturation, au processus d'ethnicité qu'ils vont rencontrer. Ce qu'on a fait dans cette perspective, c'est aussi de comparer les scénarios des jeunes du Québec à des scénarios sexuels en France et en Espagne, pour essayer de voir quelle est la spécificité des modèles locaux et s'apercevoir que cette modernisation s'est faite beaucoup plus rapidement qu'en France et au Québec par rapport, par exemple, à l'entrée dans la vie sexuelle, au type de relations que les individus peuvent avoir. Et on a prolongé ce type d'analyse dans un livre que nous avons écrit que j'ai écrit avec Denise Médico, qui a fait sa thèse de maîtrise sur l'anthropologie du baiser. On a rédigé ce petit livre qui
est basé sur trois éléments. Le premier élément, c'est une analyse de l'expérience et les représentations du baiser à travers l'histoire. Deuxième, l'analyse des représentations du baiser au Québec et en Suisse. Et une analyse des conduites face au baiser comparativement entre ces deux pays-là. Donc vraiment, là, d'essayer d'avoir un panorama le plus complet des représentations et des conduites liées au baiser. Ce qu'on s'est aperçu, c'était comment le comportement qui apparaît anodin s'inscrivait dans des représentations extrêmement complexes de variables en fonction des cultures et des civilisations. Déjà, les données ethnographiques montraient que le baiser est loin d'être un universel, qu'il y a des cultures qui ne le considèrent comme ne faisant absolument pas partie du registre des activités, tout simplement parce que c'est lié à la salive, c'est lié à la bouche et c'est lié aux sécrétions et aux substances personnelles qui, pour certaines cultures, sont nettement aversives. Par contre, dans d'autres cultures, au contraire, non seulement le baiser est valorisé, mais il s'accompagne d'une très grande élaboration. Par exemple, dans les cultures chinoises, le fait qu'il y a une salivation dans le baiser est une façon d'ingérer les énergies yin et yang, et donc on va utiliser le baiser comme mécanisme pour développer ce transfert, cette circulation de substances. Dans le Kama Sutra, alors, il y a toute une chronologie, pas une chronologie, mais tout un registre de baisers qui est présenté. On donne des configurations du baiser extrêmement développées, complexes, qui sont très loin de simplement ce qu'on appelle le French kiss ou autre, mais aussi comment est-ce que le baiser renvoie, par exemple dans les civilisations grecques, à un transfert de souffle et d'énergie entre les individus. Les soldats les plus vaillants embrassaient les plus jeunes pour transmettre leur force et leur vitalité à travers le baiser. Et ce baiser va petit à petit prendre des formes érotiques et se préciser tout au long de l'histoire de l'Occident, avec des formes ethnographiques extrêmement intéressantes qui ont fait l'objet de monographies dans ce qu'on appelait le marachinage. Donc c'était des traditions qu'on retrouvait dans les sociétés paysannes françaises où les jeunes passaient par des périodes de fréquentation qui étaient marquées par le baiser. Rester à s'embrasser pendant longtemps, c'était une façon de se connaître et de s'apprécier érotiquement avant de pouvoir convoler en juste noces et accéder au registre total de l'érotique. Mais c'était une institution sociale reconnue et utilisée par les jeunes. Des exemples aussi très intéressants ethnographiques qui montraient comment est-ce que les jeunes américains, lorsqu'ils rencontraient des jeunes anglaises les soldats américains, lorsqu'ils allaient en Angleterre, étaient confrontés à des positionnements du baiser différents dans les scénarios sexuels, qui donnaient lieu à des quiproquos intéressants. Les jeunes américains commençant la relation par le baiser, alors que les jeunes anglaises plaçaient le baiser plus loin dans la relation. Donc ça crée des chocs culturels tout à fait intéressants. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est donc cette place de plus en plus marquée du baiser comme signe symbolique de la relation,
Ce qu'on a constaté au Québec et en Suisse, c'est la deuxième dimension, c'est la symbolique relationnelle. Et la troisième dimension, c'est la dimension expérientielle, qui a été peu utilisée, où les gens rapportent les expériences corporelles et autres qui vivent à l'intérieur de ce rapport-là. Et on voit vraiment que le baiser est un étagement complexe de signification et de représentation qui renvoie à une polysémie de signification qui est amplifiée par le cinéma. Alors, le cinéma a utilisé l'icône du baiser vraiment comme un des fondements mais je crois qu'il y a même dans un film où on voit apparaître une série de baisers iconographiques. Et aussi sur Internet, on a fait une étude de la place du baiser sur Internet. Il est possible, à travers Internet, d'aller embrasser Leonardo DiCaprio ou à toute icône intéressante dans le panorama contemporain. Et donc, de voir comment est-ce que le baiser se transforme et comment surtout le premier baiser est le plus important, mais se fait de façon différente au Québec et en Suisse. Au Québec, on passe par des jeux de baisers vraiment où les jeunes jouent à s'embrasser, ce qui est beaucoup moins apparent dans le contexte suisse, alors que pour passer en fait au premier baiser amoureux, qui ne se fait pas tout à fait dans les mêmes conditions dans les deux pays. Donc cette étude du baiser, à la fois quantitative et qualitative, montre la richesse d'un comportement qui apparaît extrêmement banal, mais qui s'inscrit dans des représentations socio-culturelles extrêmement complexes et changeantes, sur lesquelles très souvent les anthropologues ne se penchent pas, le considérant comme secondaire dans le rapport corporel. Ce qui m'a intéressé aussi dans le rapport à l'anthropologie, c'est de faire des entrevues avec des anthropologues sous la forme de livres qui sont apparus dans les dernières années à partir de circonstances, le premier à partir de circonstances tout à fait imprévues. Parmi mes professeurs, j'en ai parlé, une des figures dominantes à la fois au niveau de l'anthropologie antillaise, au niveau de l'anthropologie médicale, c'est Jean Benoît, qui a été vraiment une très grande influence sur moi, puisque c'est lui qui m'a amené sur le terrain, donc à partir duquel j'ai développé ma formation anthropologique, mais aussi au niveau des idées qu'il avait de l'anthropologie médicale, de la place des représentations médicales. Et il devait prendre sa retraite et il nous avait dit je ne veux pas de livre en hommage dans lequel vous allez chercher des textes, des fonds de tiroir. Mais j'ai dit mais peut-être un livre d'entretien vous intéresserait. Il m'a dit oui. Et donc j'ai parlé aux éditions Libert qui avaient une collection qui s'appelle De Vive Voix. Donc, qui avait déjà fait des entrevues avec Denis Isabeau, avec des chercheurs sur le monde grec du Québec, etc. Et j'ai proposé ce premier livre d'entretien que j'ai réalisé avec Jean Benoît chez lui dans le sud de la France, où j'ai passé quelques jours faire des entretiens enregistrés. Donc pendant quelques heures, où je posais des questions sur son itinéraire intellectuel, son enfance, son itinéraire intellectuel, etc., pour réaliser ce premier livre qui s'appelait Entre les corps et les dieux, qui mettait
de l'avant sa réflexion en tant que médecin, sa réflexion en tant qu'anthropologue spécialiste des Antilles, sa réflexion comme anthropologue du monde créole plus large de l'île de la Réunion, etc. Et donc de faire un bilan extrêmement précis des influences qu'il avait subies et de son apport à l'anthropologie contemporaine, à la fois dans la formation des chercheurs, dans la réflexion sur l'anthropologie et la maladie et sur la mise en place d'institutions comme Amades, qui était un groupe d'anthropologie médicale. Et donc, et par tous les colloques et autres qu'il a organisés, qui mettaient en relief cette formation. Donc cette première expérience a donné lieu à ce livre, donc, qui a été retravaillé à partir des entrevues pour réaliser un récit plus court et plus serré. Et il a été répété à d'autres occasions avec François Laplantine de façon intéressante. Jean Benoît avait été sur le comité de soutenance de thèse, sur le jury de thèse de François Laplantine, donc il y avait une continuité particulière. Et avec François Laplantine, à qui j'entretenais des relations serrées, puisque on se voyait souvent soit à Montréal, soit à Lyon, on a réalisé le deuxième livre d'entretien, qui était aussi très intéressant, sur qu'on a appelé anthropologie latérale, donc sur le cheminement de François, là encore, par rapport à l'anthropologie de la maladie, mais ensuite tout le développement de son œuvre sur le Brésil, sur la place du roman, du romanesque, du cinéma, sur la place sur les études qu'il fait sur l'identité, sur les représentations sociales, dans une critique de ces concepts-là. C'était vraiment aussi un livre très intéressant, et François m'a beaucoup influencé dans l'utilisation de la littérature, par exemple. Et par François, David Le Breton, que je connaissais, m'a invité aussi à faire un livre, donc on l'a appelé Déclinaison du corps, donc dans lequel on a analysé tout l'itinéraire de l'anthropologie et de la sociologie du corps, pour mettre en évidence surtout tout l'ensemble des conduites à risque, tout le champ de la spécialité de David Le Breton sur les conduites extrêmes, donc sur les conduites ordaliques, qui ont servi aussi à certaines analyses que j'ai pu faire par rapport à la prise de risque avec mon équipe sur le VIH-Sida. On voyait que les expériences érotiques étaient, jusqu'à un certain point aujourd'hui, des conduites ordaliques. Et David Le Breton a bien mis en relief comment est-ce que les conduites ordaliques pouvaient servir de mécanisme d'intégration ou au contraire d'extirpation des individus de leur environnement. Et en particulier, il discutait et critiquait les modèles transhumanistes qu'on retrouvait en Occident, dans lequel on arrivait à une cyborgisation de plus en plus poussée disons, dans les philosophies qui étaient proposées, et donc de mettre en relief les tensions existantes entre l'anthropologie du corps et le corps tel qu'on pouvait le concevoir, et des modèles qui voulaient transcender les limites du corps et amener l'humanité à une nouvelle étape dans son développement, qui sont des débats extrêmement importants, et je crois qu'ils ont été repris dans un numéro, non oui. Hein? À venir. À venir.
donc, de fil en aiguille de David Le Breton, je suis passé à Hélène Reboul, qui est de Lyon 2 aussi, et qui est une des fondatrices de la gérontologie, gérontologie française. Donc, le livre s'appelait Au bout de mon âge, et donc faisait le bilan de l'inscription de la gérontologie dans l'université française, montrer comment s'était développée son approche à partir d'une approche pratique d'assistante sociale, comment elle avait débouché sur le développement de cette gérontologie. Et elle avait travaillé avec Louis-Vincent Thomas pour sa thèse. Donc on retombait dans le cercle des personnes connues, et comment elle avait aussi développé par la suite toutes les universités les universités du troisième âge, et développé donc tout son champ de la gérontologie sociale. Ce qui m'a amené au dernier volume, ou l'avant-dernier volume, celui que j'ai réalisé avec Georges Anglade. Donc Georges est un géographe formé à Strasbourg, un spécialiste d'Haïti, et qui avait eu la gentillesse de m'accorder les entrevues, qui étaient très intéressantes parce qu'elles portaient sur une trilogie d'expériences. Georges était un géographe, donc il a travaillé beaucoup sur la question du développement et du sous-développement d'Haïti. Et il était aussi écrivain, et il a développé une forme particulière de récit bref qu'on appelle à l'audience, qui est une forme orale en Haïti, mais qu'il a reprise sous une forme écrite pour écrire 3 recueils absolument charmants de petites nouvelles, de nouvelles brèves basées sur l'audience. Et il était homme politique puisqu'il a été ministre sous... comment s'appelait-il j'ai oublié son nom. Le président Aristide. Oui, Aristide, donc ministre. Et donc, il maintenait cette trilogie de fonctions qu'on reconnaît aux intellectuels d'Amérique du Sud, de jouer à la fois comme intellectuel, écrivain et ministre, et mettre en relief, donc ça s'appelait l'espace d'une génération, donc jouant à la fois sur sa formation de géographe et sur les temporalités générationnelles, pour mettre en relief les problèmes structurels que rencontrait Haïti dans son développement. Georges Anglade est malheureusement mort dans le tremblement de terre avec son épouse. Et c'est une amitié très longue que j'avais avec lui, puisqu'on s'était rencontrés au Centre de recherche Caraïbes quand on était jeunes chercheurs. Et on avait maintenu à travers toutes ces années un lien qui s'est concrétisé par ce livre intéressant. Et en dernier lieu, j'en ai parlé, c'est le livre d'entretien que j'ai fait avec Jacques Langlais, où j'ai essayé vraiment de faire une ethnographie du parcours d'un jeune prêtre, et dont le livre s'appelait « À la rencontre des cultures, du village au monde », dont montrer comment Jacques Langlais, né dans un petit village québécois, a élargi ses horizons à travers d'abord sa formation de prêtre. Donc on a analysé dans le détail, ethnographiquement, pour voir quel était le parcours scolaire des expériences de prêtrise, et ensuite tout son cheminement en Haïti, d'où il est revenu avec une tuberculose qu'il a bloquée pendant plusieurs années en sanatorium, et qui ne l'a pas empêché après de parcourir le monde, de travailler, d'aller en Asie, de faire une thèse de doctorat sur les relations des jésuites en Chine, et de développer vraiment le premier ensemble, première
grande percée interculturelle à Montréal qui s'est prolongée jusqu'à il y a quelques années à travers toutes les expériences qu'a pu faire le Centre interculturel de Montréal. Et récemment, dans le livre qu'a édité Bob White sur l'interculture, j'ai commis un article qui portait sur les figures de l'interculturel au Québec, Jacques Langlais et Robert Vachon, qui étaient les deux cofondateurs de cet institut, et les influences qu'ils ont pu avoir de personnes comme Jules Montchanin et dont Le Sceau, un bénédictin qui a aussi travaillé à la rencontre entre les religions chrétiennes et hindouistes. Donc, je reviens d'une certaine façon à la fin de mon parcours, puisque je suis rentré à la retraite il y a quelques mois, à revoir les premières influences et à les resituer dans le contexte des enjeux contemporains au Québec, qui gardent toute leur actualité. Alors je crois que de ce point de vue-là, s'il y a des débats et des enjeux à considérer du point de vue anthropologique, c'est ce qui est en train de se passer au plan international, sur lesquels les anthropologues auraient peut-être une réflexion à avoir sur les enjeux des relations entre religion, radicalisation, culture, etc. Sur les enjeux de la mondialisation, j'en ai déjà parlé de Internet. Sur les enjeux de mémoire, ce qu'on fait comme entrevue fait partie de cette mémorialisation du champ de l'anthropologie. Une anthropologie des anthropologues m'apparaît être extrêmement intéressante à voir, et peut-être que tous ces entrevues à un moment pourraient faire l'objet d'une analyse plus fine, de voir quelles ont été les figures majeures d'influence, les transformations méthodologiques, les champs de recherche, et être utilisées comme matériaux dans les cours sur l'histoire de l'anthropologie. Je crois que c'est un champ majeur à développer. Puis je crois que ce qui est fait par Anthropologie et Société avec toutes ces entrevues, c'est des éléments qui peuvent servir à des analyses beaucoup plus fines de tous ces itinéraires. Parce que l'anthropologie est vraiment, comparativement à mes jeunes années, d'une diversification extrême, de plus en plus segmentée, de plus en plus raffinée, de plus en plus complexifiée. Mais on perd dans certains éléments qui font notre discipline, et surtout peut-être notre indiscipline comme telle, parce qu'elle montre qu'on est ouvert à des courants multiples, mais qu'on peut se faire perdre aussi de notre originalité si on ne tient pas compte des enjeux modernes auxquels on est confronté. Et là-dedans, ça apparaît qu'Internet est quand même important. La diversification des sources d'analyse, le roman, les médias, tous les récits, tout ce qu'on retrouve sur YouTube. Il y a des milliers de choses qui peuvent être analysées par les anthropologues. On a donc des nouveaux terrains plus virtuels, mais tout aussi importants qui interviennent sur notre vie quotidienne, et des fois sans qu'on s'en rende compte de façon explicite. Il y a tout le champ, à mon avis, d'une réflexion sur les nouvelles méthodologies, l'anthropologie visuelle, le cinéma à considérer. Donc je crois que l'anthropologie a encore de l'avenir, mais cet avenir est peut-être et doit être orienté par les jeunes générations, et elles doivent trouver dans l'université la possibilité de réaliser
leurs projets sans trop de contrôle.